Bonjour à tous. Ouais. Merci d'être ici aussi nombreux et merci bien sûr aux organisateurs de ces très intéressantes rencontres stratégiques de la Méditerranée d'organiser depuis hier matin autant de discussions passionnantes. J'ai assisté ce matin en particulier à une excellente discussion sur la désinformation qui, pour tous les citoyens que nous sommes, et en particulier pour les journalistes, est devenue évidemment un péril de première ampleur. Nous avons la chance ce matin d'avoir avec nous le général Baratz, qui donc est à la tête d'un tout nouveau commandement de l'armée de terre, un commandement donc pour évaluer et anticiper l'évolution des conflits. Et Loïs Fayet, bien connu de nos services, de l'Institut français des relations internationales, spécialiste du nucléaire et en particulier de l'Iran, et Olivier Zagatch de l'Université de Lyon, et qui dirige aussi une collection aux éditions du Rocher, avec plusieurs publications intéressantes. Donc l'idée, et je commencerai bien sûr par vous, Général, c'est de nous interroger sur la manière dont les deux guerres simultanées auxquelles nous sommes confrontés, indirectement, mais aussi directement de plusieurs manières, comment la guerre d'Ukraine, qui entre maintenant dans son 3e hiver, avec toutes les conséquences énergétiques en particulier que cela induit, et bien sûr le conflit au Proche-Orient, qui ce matin encore flambe de plus belle, comment ces deux guerres simultanées qui paraissent tellement différentes, puisque en Ukraine c'est en fait une confrontation entre deux États, entre deux armées, appuyées de façon plus ou moins directe par deux coalitions d'États, alors qu'au Proche-Orient, et c'est un phénomène extrêmement contemporain et dont vous anticipez certainement l'évolution et que vous avez vécu sur le terrain en Afrique, c'est aussi un État, une armée face à des organisations paramilitaires appuyées par un État qui est l'Iran. Donc je commencerai par vous, bien sûr. Quelles sont, à ce stade, les leçons de la guerre d'Ukraine dans la perspective qui est la vôtre, c'est-à-dire l'évolution des combats de l'armée de terre à l'avenir? Merci Madame Ockrent justement pour cette question. Donc je ferai d'abord une approche assez générale justement sur ce que cela nous enseigne et on descendra petit à petit dans je pense au cours de la discussion, dans le plus concret, dans le tactique. Les deux grands enseignements que l'on peut en tirer, c'est que finalement ça marque le profond changement d'ère dans lequel nous nous trouvons sur le plan géopolitique, avec finalement la fin de l'ordre mondial tel qu'on l'a connu aujourd'hui, le retour de la violence entre États et le désordre qui s'installe un petit peu partout, avec un ordre mondial qui aujourd'hui est même mis en cause par des pays qui sont censés le faire respecter, qui sont au Conseil de sécurité, et on voit aujourd'hui que l'ère dans laquelle nous rentrons est totalement différente de celle que l'on a connue, et que ce qui est certain, c'est qu'on va vers de plus en plus d'instabilité, et comme vous le soulignez, des instabilités entre États, puisque l'emploi de la force est redevenu acceptable pour faire valoir ses positions entre États, mais également l'apparition de groupes para-étatiques, de groupes armés, fortement équipés, et qui bénéficient aujourd'hui de l'accélération des technologies. Et ça, c'est le deuxième phénomène que l'on peut observer au travers des conflits qui sont en cours. C'est l'accélération de la technologie et l'apparition de technologies duales, donc très facilement utilisables et on peut se les procurer très facilement dans le commerce et qui sont détournées à des fins militaires. Ce qui nivelle énormément l'avantage technologique que l'on avait jusqu'à présent. Et c'est pour nous, armée de terre, un sujet majeur, c'est la perte de ce confort tactique, opérationnel que l'on avait jusqu'à présent, où finalement on dominait, grâce à nos moyens, tout adversaire. Aujourd'hui, ce n'est pas vrai, ce n'est plus vrai nulle part, y compris sur les théâtres africains où on trouve des drones
des moyens de guerre électronique, des brouilleurs, des moyens de défense solaire. Donc là, avant, nous avions la supériorité aérienne. Aujourd'hui, elle est contestée, elle n'existe plus. Il faut le prendre en compte. Et on voit bien que ces deux grandes tendances, accélération des technologies et désordre du monde, font qu'on rentre dans une période un peu compliquée et complexe à gérer. Héloïse, cette prolifération d'un armement de pointe et que l'on voit effectivement aux mains des Houthis du Yémen, qui ont encore leur poignard à la ceinture, cette prolifération et cette accélération, comment les interprétez-vous ? Oui, alors c'est vraiment typique de ce qu'on peut appeler le high-low mix. Donc en fait, ce mélange entre les capacités de haut du spectre, donc les capacités de pointe telles que des systèmes de défense solaire ou des systèmes de défense antimissiles balistiques très sophistiqués, des missiles de croisière, et puis effectivement des technologies beaucoup plus, on va dire, robustes, enfin pas robustes, mais beaucoup moins coûteuses, telles que des drones qu'on peut effectivement acheter dans le commerce. On met ensuite quelques explosifs et puis ça peut causer énormément de dégâts. Et donc il y a cette tension en fait entre la masse, donc qui est possible par justement le coût faible de certaines technologies, qui vont pouvoir ensuite saturer les défenses alors de l'adversaire, qui dans notre cas c'est plutôt aussi la défense des alliés. Et donc le théâtre ukrainien est très symptomatique en la matière, où les Russes peuvent acquérir des drones iraniens, donc les fameux drones Shahed, qu'ils envoient en fait sur les systèmes de défense ukrainiens pour ensuite venir taper les sites énergétiques ukrainiens ou certains centres de gravité ukrainiens. Et puis, du coup, ensuite, ça épuise en fait les systèmes de défense antimissiles et le système de défense antidrone occidentaux, ceux qui sont livrés notamment par les États-Unis à l'Ukraine. Et ce ne sont pas des stocks qui sont malheureusement illimités parce que ce sont des systèmes très coûteux. Et on voit la même chose au Moyen-Orient avec les récentes attaques iraniennes contre Israël l'ont bien montré. Quand on compare en fait le coût d'un missile balistique iranien, alors à la précision toute relative, mais qui du coup oblige Israël à mettre en œuvre des systèmes très coûteux comme Arrow 2, Arrow 3, et puis les États-Unis aussi à dépenser certains systèmes de défense antimissiles balistiques tels que le SM-3, on est sur des ratios en fait totalement inimaginables en termes de coûts. Et voilà, se repose à nouveau la question des stocks. Tout ça, là, a priori, Israël a épuisé une grosse partie de ces stocks de systèmes de défense antimissiles balistiques, donc qui sont potentiellement vulnérables à une nouvelle attaque iranienne. Donc ce déséquilibre en fait entre effectivement les capacités offensives parfois peu coûteuses et puis le coût de la défense revient sur le devant de la scène parce qu'on avait beaucoup moins ces préoccupations qu'avant quand on traitait uniquement des coûts terroristes. Olivier Zajac, avec la profondeur de champ de l'historien, quand vous voyez l'accélération et le durcissement des conflits, comment évaluer l'évolution à venir ? Merci de cette question. Merci à la FMES et à Pascal Hausser de son invitation. Je suis ravi de pouvoir discuter ici de ces questions. La question, effectivement, c'est celle peut-être du recul, de la prise de champ par rapport à ces évolutions. Il y a deux choses, me semble-t-il. Il y a les conflits, leur évolution, leur déroulement, avec les adversaires qui se trouvent en face les uns des autres, mais chaque conflit n'est compréhensible que si on le rapporte à un contexte particulier. Donc il y a un compartiment de terrain, on va dire, entre guillemets, géopolitique. Il va falloir l'évaluer pour comprendre l'évolution du conflit. Déjà comprendre ce qui est à l'œuvre sous nos yeux, c'est pas toujours évident. Il y a un certain nombre de voiles, il y a un certain nombre de filtres que l'on ne maîtrise pas. Et puis, ce qui est encore plus difficile, comprendre la manière dont on peut évoluer ce conflit. Vers quoi il se dirige ? On le sait, généralement, une négociation, mais dans quelles conditions ? C'est la grande question. Et puis, ça, c'est les conflits. Et il me semble qu'il y a autre chose qui est à la fois plus diffus et donc plus difficile à comprendre, mais qui donne son unité à la compréhension un peu séquencée qu'on peut avoir de chaque conflit, c'est la conflictualité. Ça, c'est autre chose. Et cette conflictualité contemporaine, je pense qu'elle nous force à comprendre une chose fondamentale, ce sont les vases communicants qui lient, à des degrés divers, les conflits que nous avons sous les yeux. Ukraine,
ce qui se passe au Moyen-Orient, les plaques tournantes que peuvent être aujourd'hui, alors hier le conflit en Syrie, en Libye, aujourd'hui ce qui se passe à nouveau au Sahel, le Soudan, ce qui se passe au Yémen. On a tout un ensemble de conflits aux marges de l'Europe et dans la profondeur sud, en particulier profondeur africaine, qui sont liés par des circulations, pas seulement d'armement. C'est pas parce qu'on retrouve le TB2 Bayraktar un peu partout, que ce soit au Soudan aujourd'hui, avec des livraisons au Sahel et dans divers conflits. Il a été testé en Ukraine, tout le monde en a parlé, les choses vont très vite. C'est pas simplement la circulation des armements qui lie entre eux ces différents conflits et nous permet de comprendre les enjeux, par exemple, technologiques de la conflictualité, c'est aussi les usages. Et moi, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est la circulation des usages, ce qui se passe depuis quelques mois au Sahel, en particulier en matière de maîtrise des drones, d'intervention des drones dans les modes d'action, dans même la culture tactique opérative des groupes qui sont à l'œuvre au Sahel, montre qu'il y a une sorte d'unité de la conflictualité, de son évolution, malgré la diversité des conflits. Chaque conflit, effectivement, est différent. Mais je crois que c'est vraiment quelque chose, si on veut prendre un peu de hauteur, dans lequel il faut faire porter nos regards, les circulations, les usages, les transferts, et qui se sont accélérés à une vitesse prodigieuse. Général Barat, avant d'en venir plus précisément au terrain africain que vous avez fréquenté, puisque vous avez commandé l'opération Barkhane. Une chose qui frappe la profane que je suis, c'est le déplacement du champ de bataille. Le champ de bataille, ce sont les civils, et de plusieurs manières. On le voit en Ukraine depuis plus de 2 ans et demi, on le voit évidemment de façon tragique aussi au Proche-Orient et en particulier au Liban, ce malheureux pays déchiqueté à chaque fois par l'entrechoc des ambitions régionales. Mais la façon dont la guerre se déplace dans les villes, est-ce que c'est quelque chose dont vous anticipez le développement dans les années à venir pour l'armée de terre? Oui, alors il y a effectivement ce déplacement pour, à mon sens, ou en tout cas selon nos analyses, pour 2 raisons majeures. C'est que si autrefois la ville était un petit peu évitée dans les conflits, puisque c'était compliqué de rentrer dans une ville, aujourd'hui c'est l'enjeu principal du combat, systématiquement. Que ce soit sur le front ukrainien, où on le voit donc forcément à Gaza ou du côté du Liban, la ville est devenue l'enjeu et la zone de combat prioritaire. Pourquoi? Une des premières raisons, notamment sur le front ukrainien, c'est ce qu'on appelle la transparence du champ de bataille, pour échapper à la surveillance des différents drones, des capteurs, qu'ils soient optiques, électromagnétiques ou acoustiques. La ville offre quand même énormément de masques. Donc c'est devenu un objectif prioritaire, ou en tout cas c'est une zone d'évolution prioritaire pour les armées qui veulent éviter en tout cas la surveillance adverse. Deuxième élément, c'est qu'effectivement, on l'a un peu oublié, mais souvent les populations ont été utilisées comme élément pour faire plier l'adversaire, puisque la guerre finalement c'est un affrontement de volonté, et assez régulièrement, au-delà d'utiliser la ville comme zone de combat, et donc on implique forcément les civils, forcément, il y a cette idée derrière, toujours de vouloir casser la volonté. Et il y a cette illusion permanente qui revient au cours de toutes les guerres. On l'a connu pendant la Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, Seconde Guerre mondiale, si je bombarde de l'arrière, il n'y aura plus de soutien vers l'avant. Et donc c'est toujours cette implication, cette illusion qui est complètement fausse historiquement, puisqu'on voit bien qu'au contraire, ça a plutôt tendance à renforcer les résistances de l'adversaire. Mais il y a aussi toujours ce sujet permanent de se dire que pour briser la volonté adverse, on va lui faire mal, on va donc toucher ses civils, toucher sa population, de façon à influencer le moral de ses troupes et l'efficacité de ses troupes. Olivier Zazet, vous disiez toute guerre se termine par une négociation. Ce qui est frappant dans les guerres contemporaines, les conflits contemporains, on peut aussi parler du Soudan, qui est un drame humanitaire atroce et en fait une guerre de pouvoir entre 2 généraux, si je peux me permettre. Et on a l'impression, précisément parce que la guerre se déplace
au sein des populations civiles qu'il n'y a pas de négociation, qu'on ne voit pas en prospective une telle étape, même si, évidemment, s'agissant de l'Ukraine, on peut penser qu'avec l'élection présidentielle américaine et l'immense inconnu que représente son résultat, voilà, là, peut-être va-t-on vers une sorte de négociation. Mais encore une fois, pour l'historien que vous êtes, comment interprétez-vous cette transformation de l'évolution des guerres? C'est une question en fait qui nous obsède et qui pèse sur la compréhension, je dirais, entre guillemets, occidentale de la guerre, au moins quasiment depuis la fin de la guerre froide. C'est-à-dire qu'on a des réflexes, ce que je pourrais appeler des réflexes d'Alzheimer stratégiques, c'est-à-dire que pendant un moment, on pense avoir trouvé la clé d'explication unique d'une époque stratégique, et on dit l'avenir, ce sont des guerres, on va dire, à mener en haute intensité, de manière courte, brutale, avec ce que les Américains appellent un overmatch en termes de rapport de force, c'est-à-dire une force écrasante qu'on va appliquer. Ça, c'est les années de la révolution dans les affaires militaires, de la fin des années 90 du côté américain. Et puis, d'un coup, le balancier parle brutalement de l'autre côté, parce qu'il y a le 11 septembre et qu'on va en Afghanistan. On rentre dans une période de contre-insurrection où on va mettre l'accent sur gagner les cœurs et les esprits, les populations. Je me souviens de cette période, moi, il y a 15-20 ans, une des premières études qu'on m'avait demandé en prospective, c'était l'armée de l'air, c'était puissance aérienne et théâtre urbain. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait dans cette période, cette deuxième période contre-insurrection, si vous voulez, au milieu des populations, tout le monde lisait le général Rupert Smith et la guerre probable, on avait l'impression que, effectivement, la ville comptait, la population était le centre de gravité et que on sortait du technocentrisme, de la RMA. Et puis tout d'un coup, on arrive à une autre époque, le balancier repart avec brutalité dans l'autre sens, on redécouvre que la guerre majeure est là, qu'il y a une guerre de haute intensité, qu'il faut produire, qu'on n'a plus de munitions, que les stocks objectifs ne sont pas remplis, qu'au bout d'une semaine, on n'a plus de scalp si on rentre dans une confrontation, etc. Et en fait, moi, ce qui est frappant avec le recul, c'est comment est-ce qu'on peut faire cesser ces mouvements de balancier brutaux qui en plus ont des conséquences pour nous en termes de génération de force, de priorité budgétaire, de priorité capacitaire. Il y a des industriels dans la salle, ils le savent mieux que personne et beaucoup mieux que moi. Comment est-ce qu'on peut trouver éventuellement, est-ce possible, un point d'équilibre où nos choix nous permettent, parce qu'on aura ciblé les scénarios les plus durs qu'on pourrait affronter, même s'ils ne sont pas encore là, on aurait la possibilité finalement, pas de répondre à tout, mais au moins de n'être pas surpris complètement par un changement d'axe dans notre traitement de la conflictualité. Et ça c'est un vrai objectif parce que ça renvoie au point sur lequel vous mettez avec raison le doigt, c'est notre compréhension de la guerre. Si on ne se donne, me semble-t-il, mais dans la guerre, que des objectifs que l'on exprime en termes moraux, il faut, la France ne quittera pas le Sahel tant que le terrorisme ne sera pas détruit. C'est une phrase de François Hollande à l'époque, en 2013. On va démocratiser l'Afghanistan, etc., etc. Tout ça moralement est bien sûr frappé au coin du bon sens, ou en tout cas bon, bien, vrai, mais ça n'est pas stratégique. Parce que finalement, ces objectifs-là n'ont pas de limite par nature. Donc on n'a pas de limitation temporelle de l'intervention, et on a des guerres sans fin qui ne finissent pas, parce qu'on a des opérations sans fin, au pluriel, c'est-à-dire sans objectif déterminé politiquement, avant l'intervention, et avec une souplesse en conduite qui nous permet de dire à un moment, bon, on a atteint notre effet final, on a dépensé un certain nombre de choses, on a sacrifié un certain nombre de soldats, politiquement, on a atteint un certain nombre de lignes importantes pour nos intérêts, on repart. Ou en tout cas, on a atteint des objectifs même limités, mais qui ont un sens politiquement. Et en fait, on est en train de redécouvrir que la guerre, ce ne sont pas seulement des opérations, ce sont des enjeux politiques avant tout, et que ces enjeux politiques ne peuvent être que limités. Donc oui, ça termine toujours par une négociation, condition d'avoir défendu nos intérêts, mais ça ne peut pas durer éternellement. L'Ukraine se terminera comme d'autres guerres, même si effectivement on peut avoir l'impression qu'on est dans un combat qui est un combat qui engage le bien et le mal, et la vision qu'on peut avoir effectivement de l'avenir des sociétés démocratiques libérales en Europe,
mais ça ne peut pas enserrer ou contenir simplement ce qu'on appelle guerre. Il faudra en sortir politiquement. Et donc il faut qu'on trouve un rapport, me semble-t-il, c'est le dernier point, entre nos valeurs, nos intérêts et la manière dont on conduit nos guerres et dont on les limite. Donc là, le regard de l'historien, c'est peut-être celui-là, c'est de rappeler que toute guerre doit finir. Elle ne peut pas finir si elle n'a pas d'objectif défini politiquement. Général Baratz, je vois que vous avez la déesse Athéna sur l'emblème de votre commandement. Donc Athéna, c'est évidemment la déesse de la guerre, la déesse de la ruse. Et pour prolonger ce que vient dire Olivier Zagette, le problème des démocraties, ce sont les opinions publiques. Et bien évidemment, il y avait une très intéressante discussion ce matin sur la désinformation. On voit à quel point la Russie et la Chine, qui sont aujourd'hui les deux grandes puissances de désinformation dans les guerres contemporaines. Comment vous, pour votre commandement, comment anticipez-vous l'irruption de l'intelligence artificielle générative, comme on dit, et le travail en profondeur de nos opinions publiques par ceux qui sont, d'une manière ou d'une autre, nos adversaires, et possiblement, oui, nos adversaires sur le terrain, à terme. Oui, alors je ne dirais pas que c'est forcément un problème dans nos démocraties, l'opinion publique, mais il faut en tenir compte et il faut savoir qu'elle peut être manipulée ou influencée. C'est un sujet effectivement majeur, et comment est-ce qu'on se prépare à l'irruption de ces techniques? En fait, ce sont des vieilles techniques de propagande qui ont été largement conceptualisées à l'époque soviétique et par d'autres pendant l'entre-deux-guerres, et qui aujourd'hui trouvent un élan supplémentaire grâce à l'utilisation de nouveaux outils, donc les réseaux sociaux, l'intelligence artificielle qui permet de cribler beaucoup plus facilement les sources ouvertes, et donc de définir des cibles, et donc de monter des manœuvres cognitives qui ont été développées d'ailleurs par les Russes depuis 2014, lors de leur première incursion en Ukraine, où effectivement ils ont essayé d'affaiblir les troupes de l'avant en menant des manœuvres sur les réseaux sociaux vis-à-vis des familles de soldats, pour démoraliser les familles de soldats, de façon à toucher par rebond les soldats, ou de créer un petit peu la tension entre les unités de l'avant et le commandement, puisque c'est toujours le sujet majeur lorsqu'on est au combat. Il y a toujours une distance qui se crée, ça il faut en être conscient, entre les unités qui sont au contact et le commandement. Les unités au contact étant toujours critiques vis-à-vis de leur commandement, en pensant qu'eux ils sont à l'arrière, ils les envoient à la mort, ils ne risquent rien, ainsi de suite. Et donc en amplifiant ce phénomène-là, on arrive à obtenir des mouvements intéressants ou qui pourraient conduire l'adversaire à faire une mauvaise manœuvre. Donc il faut être conscient du fait qu'on sera attaqué et qu'on aura ce type de manipulation. On en a vu un certain nombre lors des derniers mois où tous les événements ont été utilisés par des propagandistes justement pour essayer de fragiliser l'opinion publique occidentale. Et c'est une manœuvre qui est assez classique dans la culture militaire russe, c'est toujours fragiliser l'arrière de l'adversaire. Donc que ce soit l'adversaire direct, l'Ukraine, ou ses soutiens. Puisque là on parlait justement du retour de la guerre totale finalement, puisque là on est dans la haute intensité, nous fait redécouvrir la guerre totale. On implique les populations, on implique l'ensemble des ressources. Du côté russe, par exemple, ils se sont organisés au niveau de leur industrie pour tenir dans la durée. Côté ukrainien, on voit bien que la profondeur stratégique de l'Ukraine, ce sont les Occidentaux et le soutien de l'industrie occidentale. Donc c'est là aussi que ça pose une autre question sur notre préparation à la guerre et notre préparation au monde qui est en train de venir. C'est notre capacité industrielle à produire sur le sol national. Au-delà du coût effectivement de nos équipements, ce qui est important, c'est la capacité à les reproduire rapidement et de façon autonome. Puisque on voit bien que dans ce type de guerre qui a une dimension industrielle, la puissance industrielle des deux camps est majeure pour comprendre qui est en position de force ou pas. Et donc ce type de manœuvre pour déstabiliser et de fracturer un petit peu l'alliance qui est derrière l'Ukraine, elle est évidente.
Et si on doit se préparer à un affrontement majeur comme on pourrait le craindre, mais on peut y éviter, justement en montrant qu'on se prépare et qu'on est suffisamment fort et dissuasif, il faut montrer également qu'on a cette capacité à lutter sur le champ des informations, être capable de contrer les fausses informations, à rétablir la vérité, mais ce qui est très compliqué, puisqu'aujourd'hui, on le voit bien, on rejoint un problème social et sociétal sur quels sont les relais dans la société qui représentent encore, qui ont une crédibilité vis-à-vis de ces fausses nouvelles qui circulent partout sur les réseaux sociaux. Autrefois, c'était assez simple, il y avait la figure de l'instituteur, on croyait l'instituteur dans le village. Donc c'était lui qui détenait la vérité. Aujourd'hui, qui détient la vérité? Tout est mis en cause en permanence. Donc c'est un peu la difficulté que l'on a. C'est un paramètre que l'on prend en compte. Nous, on y travaille énormément sur nos armées, c'est-à-dire on essaie d'identifier les fragilités que l'on a au sein de nos unités, sur quel type de réseaux sociaux ils vont chercher l'information, parce qu'ils ne regardent plus la télé, la jeunesse ne regarde plus la télé, mais donc sur quel type de réseaux sociaux ils récupèrent leur information, de façon à contrôler ce qui s'y passe, pour éviter justement qu'ils soient soumis à ce type de désinformation qui est majeur et qui arrivera forcément. Héloïse Fayet, on ne croit plus les instituteurs, enfin plus assez, mais on croit les experts dont vous faites partie. Parfois on a tort, mais pas dans votre cas, bien évidemment. Donc, s'agissant de cette juxtaposition entre des moyens de production sur place, et on a vu que les Ukrainiens, qui étaient déjà à un niveau de maîtrise technologique très avancée, à l'époque où ils travaillaient, bien avant cette guerre, bien sûr, mais qui travaillaient beaucoup d'ailleurs pour les Russes sur ce plan-là. Donc on voit cette capacité qu'ils ont eue de fabriquer leurs propres drones, et on voit aussi la façon en Ukraine, et c'est vrai aussi au Proche-Orient, cette juxtaposition entre des moyens qui paraissent artisanaux et des armes extrêmement sophistiquées dont vous disiez à juste titre qu'elles coûtent horriblement cher. Et donc, est-ce que ce décalage dans des guerres qui durent accentue en fait la disproportion des rapports de force entre les différents protagonistes? Alors peut-être un point pour réagir aux propos d'Olivier avant de répondre à votre question. J'aime beaucoup son expression l'Alzheimer stratégique, et ça me fait un peu penser au gaullisme gériatrique. Je crois que c'est une expression qui avait été prononcée, pas encourageant, ni dans un cas ni dans un autre, par Olivier Schmitt, pour montrer à quel point justement parfois on se référait à des très vieux concepts pour encore qualifier la politique étrangère de la France aujourd'hui, alors que c'est plus forcément en phase avec les conflits du jour. Et oui, on est toujours en train d'essayer de réinventer, alors je dirais pas l'eau chaude, mais on se rend compte que tous les 15-20 ans, il y a des concepts qu'on pensait avoir oubliés et qui renaissent aujourd'hui. Et pour éviter ça, justement, on a besoin d'une relève stratégique. Et je suis vraiment très contente de voir aujourd'hui autant de lycéens et d'étudiants dans la salle qui s'intéressent à ces sujets-là. Je suis vraiment contente que les RS-MED intègrent aussi autant la jeunesse. Et donc j'espère en fait que ces 2 jours pourront susciter des vocations, condition qu'il y ait les financements évidemment après pour avoir des postes à l'université. Mais en tout cas, voilà, peuvent susciter des vocations afin de renouveler la pensée stratégique française sur les questions de défense. Et donc, effectivement, sur cette dimension à nouveau de mix entre des capacités assez rustiques en fait et des armes très sophistiquées. Pour moi, on peut même l'élargir en fait à quelque chose qui est quand même très prégnant dans les conflits actuels et qu'on voit beaucoup en Ukraine, mais aussi au Moyen-Orient, et que le général Barat s'est un peu abordé. C'est la perméabilité en fait entre, disons, le régalien et notamment les armées, et puis tout ce que fait le secteur privé. Alors, je sais que cet après-midi, il y a une table ronde qui est dédiée à l'économie et à l'industrie défense, donc je pense que ce sera quelque chose abordé à ce moment-là. Mais la capacité d'innovation en fait, des Ukrainiens est quand même extrêmement impressionnante. Ils fonctionnent en boucle très courte parce qu'ils sont en fait face à une menace qui les oblige à réagir
réagir comme cela. Ils ont des laboratoires en petits comités avec en fait des boucles de rétex qui sont beaucoup plus courtes qu'en France et donc en fait qui permettent de s'adapter un peu plus facilement, à proposer des innovations en termes de drones en termes de drones, de missiles, de captation de renseignements. Les civils aussi, alors ce qui pose évidemment des questions en termes de droit des conflits armés, mais peuvent être transformés en capteurs, par exemple à l'aide d'applications qui leur permettent en fait de géolocaliser des positions russes qu'ils peuvent observer et ensuite ça part en boucle courte auprès du ciblage. Et donc, mais ça, ce sont en fait quand même des adaptations qui sont provoquées par le contexte de guerre immédiate et qui contrastent beaucoup avec l'armée russe qui, elle, a hérité d'une doctrine soviétique encore assez sclérosée et en fait ce qui risque de causer la perte en fait, de l'armée russe et ce qui explique les difficultés entre autres, qu'ils voient sur le terrain, c'est justement leur incapacité ou leur difficulté à faire ce rétex et à adapter en fait leur doctrine, leur tactique, mais aussi leur armement à ce qu'ils voient sur le terrain en Ukraine. Donc il y a en fait cette perméabilité entre privé et armée qui est très intéressante. On le voit dans tout ce qui est aussi connectivité du champ de bataille. Starlink, donc le système d'Elon Musk, avait été employé dans les premiers mois du conflit par les Ukrainiens pour leur permettre justement une redondance de leur système de communication. Finalement, ça a été politisé par Musk, qui s'est rendu compte que que ça pouvait potentiellement l'exposer à des ripostes russes, et donc il est un petit peu. Il a dû demander à Donald Trump la permission. Oui. Et donc il a un peu viré. Il a refusé pour l'Ukraine, pour la Crimée, il a refusé. Voilà, mais ensuite ça a été utilisé en Ukraine. Bon, finalement, il y a des grosses difficultés, des questions qui se posent en termes de dépendance justement à ces acteurs privés, et on le voit aussi évidemment au Moyen-Orient avec ce mélange entre effectivement des outils un peu bricolés, les outils qui peuvent se fournir sur le marché noir, qui peuvent acheter des pièces aux Pays-Bas, en Corée du Nord, en Chine, et puis fabriquer leurs missiles et leurs drones à partir de ça. Tandis qu'en face, effectivement, des pays un peu plus occidentalisés. Alors, Israël est à part parce qu'ils ont quand même une industrie de défense là aussi extrêmement réactive et très souple, mais peuvent montrer plus de difficultés à concevoir des systèmes comme ça très réactifs. Après, on le voit, il faut le saluer, au sein des armées, en France, dans la marine, l'armée de terre, l'armée de l'air, il y a justement en fait, des laboratoires qui commencent à être créés pour susciter de l'innovation au sein des forces, parce qu'en fait, les plus aptes à savoir ce dont elles ont besoin, c'est quand même les forces sur le terrain, au contact chaque jour. Alors précisément, Général Barat. D'abord, une petite réaction sur le fait que, oui, effectivement, les Ukrainiens innovent beaucoup, les Russes aussi. Ils ont beaucoup évolué par rapport aux premières opérations, et on voit qu'ils s'adaptent aussi. Il n'y a pas qu'un côté qui s'adapte, il y a bien une dialectique qui s'est installée entre les deux. Et l'emploi, par exemple, des vieilles bombes russes, FAB, donc les bombes qui ont été créées en bombes planantes, juste en rajoutant 2-3 ailes, et ainsi de suite, ils sont assez bons également dans le bricolage et dans l'adaptation de leurs outils. Donc il y a aussi un équilibre qui se crée de ce point de vue-là. Il ne faut pas être trop caricatural, parce que les Russes bougent aussi quand même pas mal, ce qui nous pose aussi quelques sujets, puisque ça crée aussi beaucoup d'innovation, et leur industrie progresse énormément, notamment dans le domaine des munitions téléopérées et des munitions autonomes, puisqu'ils ont déjà des armes autonomes, ou quasi autonomes, qui commencent à apparaître. Donc effectivement, les armées s'adaptent à ce nouveau contexte, puisqu'on voit bien les défis qui nous sont posés, notamment au travers de la transparence du champ de bataille, où on voit qu'il y a une telle multiplication des capteurs, qu'ils soient spatiaux, terrestres, aériens et autres, qu'il est très difficile aujourd'hui de dissimuler ces troupes. Ce qui fait que d'ailleurs la plupart des champs de bataille sont en train de s'élargir et gagner énormément en profondeur, où il y a très peu de concentration des forces, et les forces sont plutôt concentrées derrière, ce qui est un vrai sujet pour ensuite surprendre l'adversaire, et qui nécessite donc aussi des frappes dans la profondeur. Donc il y a tout un développement d'un écosystème. En fait, on assiste aujourd'hui à une vraie révolution de nos capacités, parce que le champ de bataille est en train d'évoluer profondément et foncièrement, au-delà du fait que la zone urbaine devient un enjeu principal. Il y a aussi le fait que l'adversaire est de plus en plus loin, avec ses concentrations, sa logistique est de plus en plus loin. Il faut aller de plus en plus loin pour la frapper. Donc tout cela, c'est étudié, et on voit apparaître également un élément fondamental dans la révolution de nos capacités militaires,
c'est l'intelligence artificielle que vous avez évoquée tout à l'heure. Aujourd'hui, on arrive à obtenir justement ce mix de vieux outils qu'on arrive à rendre très performants grâce à l'intelligence artificielle. Par exemple, pour la lutte anti-drone, qui est un sujet de préoccupation majeure pour nos unités, la section technique de l'armée de terre a repris son vieux canon de lutte anti-aérienne de 20 mm, couplé avec une caméra d'un industriel, plus de l'intelligence artificielle développée par l'Agence ministérielle d'intelligence artificielle de défense. Et aujourd'hui, ils ont des outils capables de tirer un drone à 1000 mètres de façon assez précise. Donc c'est assez encourageant. Donc on voit que l'intelligence artificielle est capable de transformer des vieux outils en outils très performants. Et donc c'est là-dessus qu'effectivement on voit cette révolution capacitaire se mettre en place tranquillement, durablement, puisque ça touche tous les domaines, puisque c'est avant tout une technologie civile, mais qui va avoir des fortes implications dans nos propres capacités et que l'on travaille bien entendu avec les centres experts de la Direction générale de l'armement et avec les industriels. Mais par définition, les adversaires, vous devez anticiper très large et très loin, non seulement sur leur identité éventuelle, mais sur leur variété, puisqu'encore une fois, il y a les États, mais on voit de plus en plus des acteurs non étatiques qui interviennent de façon létale dans les conflits contemporains, qu'ils soient civils ou militaires. Tout à fait, et c'est une de nos contraintes majeures dans nos choix de capacité, c'est que contrairement à nos amis américains qui, eux, ont deux armées, l'armée qui est vraiment faite pour faire de la haute intensité, pour affronter un adversaire à parité sur un champ de bataille, et qui est très allant sur la dronisation du champ de bataille. C'est-à-dire que pour eux, le champ de bataille de demain, le premier contact, ce seront des robots. Donc c'est des plateformes de robotisés terrestres et des drones qui seront au contact. Et l'être humain sera en deuxième position. Il sera juste derrière et il viendra exploiter la rupture faite par les robots et les drones. Donc ça, c'est vraiment l'armée qui travaille là-dessus. Et ils ont les Marines qui, eux, sont toujours dans cette logique plutôt expéditionnaire, capables de traiter des conflits intermédiaires, de contre-insurrection, ou face à un adversaire non régulier, comme les Houthis ou autres. Et donc, eux ont cette capacité-là. Nous n'avons qu'une seule armée pour faire toutes les missions. Et donc, il faut aussi conserver cette polyvalence, ce qui est un petit sujet, parce que ça a un coût, forcément. Ou en tout cas, c'est un renoncement sur un certain nombre de besoins. Mais ça, c'est pris en compte, mais c'est assez complexe. Et ça nécessite également de préparer nos soldats à cette plasticité et cette polyvalence. Puisque une capacité, ce n'est pas uniquement des équipements, pardon. C'est également des soldats qui les mettent en œuvre. Et on voit d'ailleurs que dans ce champ de bataille qui est de plus en plus dur, qui va nécessiter d'être dans des unités de plus en plus diffuses sur le terrain, on a moins l'effet de la cohésion de groupe qui fait la force de nos armées, cette discipline et cette cohésion de groupe qui fait qu'on se sent aller au combat avec son camarade et qu'on est porté par ses camarades. Demain, c'est beaucoup moins vrai. Et donc, il faudra qu'on fasse évoluer notre façon de travailler avec nos hommes. Et on explore un certain nombre de pistes, notamment sur la préparation mentale, qui, à mon sens, deviendra aussi importante que la préparation physique dans les années à venir. Olivier Zajec, vous avez beaucoup travaillé sur l'Afrique en particulier. Vous y avez fait allusion ce matin à plusieurs reprises. Quels enseignements de ces guerres, dont le général Baratz, évidemment, pourra nous parler de façon vécue, mais encore une fois, pour le théoricien que vous êtes, quelles leçons de ces guerres-là, dont on garde évidemment un souvenir ambigu? Merci. Oui, un souvenir, en fait, c'est pas vraiment... Enfin, ça continue. Les enjeux sont là et on ne peut pas, parce que, d'abord, Serval est une victoire incontestable, qui a donné une crédibilité énorme aux forces françaises,
L'armée de terre a atteint ses objectifs, toutes les armées ont atteint leurs objectifs, et il y a eu véritablement une victoire sur le plan tactico-opératif. Après, la question de la transformation de cette victoire tactico-opérative en succès stratégique et ensuite en réussite politique, ça, c'est un processus, la victoire, le succès stratégique, la réussite politique, qui n'est pas automatique. Et toute la question, c'est justement la conversion de ce capital provisoire qu'on obtient quand une armée a atteint ses objectifs et obtenu une victoire. Est-ce qu'on réussit? Est-ce qu'on sait le transformer en politiquement? On est resté longtemps et effectivement, il faut savoir se le dire, le regarder en face politiquement. Peut-être les choses, on les a laissées un peu échapper ou se diluer au fur et à mesure du temps. Et ça, c'est de la responsabilité, me semble-t-il, prioritairement du politique. Quand on regarde ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, eh bien, d'une certaine façon, on est obligé de se décentrer de l'Afrique elle-même ou de l'Afrique toute seule pour, comme on le disait, retrouver l'unité de la conflictualité. En fait, on retrouve des morceaux d'Ukraine, des bulles d'Ukraine en permanence dans les conflits africains. Pas simplement, je le disais tout à l'heure, en termes de transfert d'armement, mais en termes d'usage, d'agilité, d'inventivité, d'imagination opérationnelle, d'innovation tactique permanente, de rétex en boucle courte, de capacité pour des groupes non étatiques aujourd'hui à maîtriser des savoir-faire, des compétences, par exemple celles des centres de commandement et de contrôle décentralisés sur le terrain, qu'on n'imaginait pas les voir maîtriser il y a encore quelques années. Et me semble-t-il, ça devrait, puisqu'on parle aujourd'hui des enjeux en particulier de l'armée de terre par rapport à la conflictualité dans cette table ronde contemporaine, ça devrait nous amener éventuellement, je ne sais pas, mais à réfléchir à ce qu'on entend par rusticité. Ça, c'est un mot qu'on n'avait pas prononcé jusqu'à présent. Et c'est un mot qui fait partie de la culture en particulier de l'armée de terre, que ce soit au niveau de la formation du combattant individuel, et puis même dans une certaine habitude au fur et à mesure des années à s'habituer à faire beaucoup ou énormément avec des moyens comptés, jusqu'au niveau stratégique. Mais cette rusticité, je voudrais juste la repositionner par rapport à l'image qu'on a de nos adversaires. On s'est habitué pendant des années à penser qu'une certaine classe d'adversaires, probable ou possible, peu importe, allaient fonctionner forcément de manière rustique, qu'ils allaient compenser leur manque de savoir-faire ou d'acquisition ou de détention, on va dire de capacité, comme on dit, du haut du spectre, par l'asymétrie. Asymétrie des usages, asymétrie des modes d'action, etc. En fait, on est peut-être passé à côté pendant quasiment 20 ans d'une vérité quand même qui est politique, en fait, purement politique, qui est que la rusticité n'est qu'un pis-aller pour ces acteurs. C'est en attendant de faire mieux. Et pendant ces années, ils n'ont jamais renoncé à remonter dans le spectre des capacités. Et puisqu'on parle de l'Afrique, moi, ce que il me semble qui est frappant, et en particulier pour l'action actuelle et future des armées de terre, pas seulement de l'armée de terre française, c'est le rattrapage symétrique généralisé, le durcissement, c'est un autre mot-clé, que l'on constate en Afrique. Et en fait, on en arrive à autre chose, qui est que contre ces adversaires qui remontent dans le spectre des capacités, qui se durcissent, qui font du rattrapage symétrique, qui maîtrisent des armements qu'on avait tendance à penser réservés peut-être aux Occidentaux, en maîtrise, en usage, etc. Ça ne suffira pas d'être inventif sur le plan tactique, d'être agile et de dire il existe des capacités qui coûtent très cher. Oui, dans le haut du spectre. Il faudrait peut-être qu'on investisse davantage dans, vous voyez, on parle des drones, etc., des micro-drones, etc. Oui, bien sûr. Mais en même temps, puisque ces adversaires remontent dans le spectre, si l'on renonce, nous, et ce n'est pas une question je pense, de volume de dépenses, mais c'est une question de rendement des investissements. Si on renonce à investir dans les capacités stratégiques hautes, dans les drivers technologiques que sont le balistique, la défense antimissile, le spatial militaire, la troisième dimension, dans tout ce qu'elle a de capacité à frapper dans la profondeur, et quelles que soient les armées, eh bien on va, à nouveau, c'est les réflexes d'Alzheimer, on va abandonner ce qui faisait notre asymétrie à nous, parce qu'on peut utiliser de manière inventive des capacités du haut du spectre, c'est une affaire d'usage, les Russes et les Ukrainiens le montrent, et on va abandonner ce qui fait notre force, ce qui nous garde dans la course, ce qui nous permet de compter pour
alors certes une agilité, une inventivité, mais je crois qu'il faut faire les deux. Il y a et c'est mon dernier point, il y a un document extraordinaire qui avait été fait par l'armée de terre, justement, il y a quelques années, bien avant l'Ukraine. On est en 2015, mon général, vous me corrigerez si ça s'appelle Action terrestre future. Je me répète ce que je le dis toujours, mais ce document, il n'a pas été assez lu. Franchement, pour moi, qui m'intéresse beaucoup aux doctrines, qui les compare entre pays, entre époques, etc., et qui essaie de faire en sorte que les étudiants s'intéressent à ça, c'est un modèle. Un modèle, parce que dans ce document, on avait à la fois les principes intemporels de la guerre, bon, très bien, et des facteurs de supériorité opérationnelle. Et dans ces FSO, alors ça semble un peu technique, mais il y avait la masse, retour de la masse, la nécessité de remplacer les équipements, les hommes, de les relever, de tenir dans la durée, et la masse des équipements, stock objectif, la profondeur de banc, et la profondeur de banc qui permet de répondre à la profondeur de champ en termes d'objectifs et en termes tactico-opératifs. La masse, il y avait l'agilité. Dans les FSO, il y avait, me semble-t-il, influence. En fait, il y avait tout ce qu'on retrouve aujourd'hui comme enjeu. La seule question, c'est de savoir comment on arrive à jouer ça en simultané, en termes d'investissement dans le haut du spectre et dans l'agilité tactico-opérative, et pas en séquentiel, qu'on arrête de balancer, qu'on arrête de jeter ou négliger quelque chose en fonction du buzzword du dernier conflit en date. En fait, ce que nous montre aussi l'Afrique, avec ces phénomènes de rattrapage symétrique, me semble-t-il, et ces connexions en termes de vases communicants et d'usage avec les autres conflits, c'est qu'on ne peut plus se permettre, et c'est pour ça qu'il faut une prise de conscience aussi européenne, de ce point de vue-là, de négliger une partie du spectre pour une autre. Alors bien sûr, certains diront, on finira avec, comme on l'a toujours fait en France, avec une ligne mince, on investit partout et on est fort nulle part. Oui et non. Combien est-ce qu'on veut investir, non pas seulement pour notre armée de terre, mais elle est très engagée aujourd'hui, elle doit réfléchir à l'avenir, mais pour l'ensemble de nos armées, c'est une question, encore une fois, d'investissement. On est sous-dimensionné. On peut tourner le mécano dans tous les sens. Est-ce qu'il faut investir dans le haut du spectre? Est-ce qu'il faut tenir les drivers et les horizons technologiques, le quantique, etc., etc. On connaît tous ça. Ou est-ce qu'il faut avoir un nouveau réalisme tactico-opératif et prendre exemple sur les Ukrainiens qui sont agiles, qui sont inventifs, tu le disais Héloïse, et tu as raison. Moi je crois qu'il ne faut pas choisir. Il ne faut pas choisir, il faut qu'on ait cette ambition nationale et collective en européen de ne pas choisir. L'Afrique et son évolution, la manière dont ça évolue au Soudan, en connexion avec le Sahel, le Yémen de l'autre côté de Bab el-Mandeb, les connexions avec la Libye aujourd'hui qui se réveillent, etc., nous montrent que ça ne restera pas à ce niveau rustique, ça ne restera pas à ce niveau auquel on a été habitué. Les enjeux montent, les enchères augmentent et on n'est pas prêt finalement. Donc moi je trouve que l'effort de prospective que fait l'armée de terre aujourd'hui et qui aboutit à ne rien négliger, je pense, est la bonne solution. Il ne faut rien négliger, je pense que c'est la leçon des théâtres actuels. Général, ne rien négliger, mais il faut quand même des priorités, parce que les moyens, et j'imagine que c'est votre obsession, les moyens ne sont pas infinis. Alors, ils ne sont pas infinis, mais il y a quand même des solutions. Donc c'est justement l'un des chantiers que l'on a en cours cette année, c'est comment est-ce qu'on équilibre les capacités de l'armée de terre et comment on répond justement à tous ces facteurs de supériorité opérationnelle qui ont été très très bien décrits et effectivement comment est-ce qu'on rééquilibre notre modèle. Et aujourd'hui, je parlais de l'intelligence artificielle, je suis intimement persuadé qu'on peut assez rapidement combler un certain nombre de nos trous capacitaires ou nos déficiences dans le domaine de nos moyens par l'intermédiaire de cette intelligence artificielle qui est vraiment en train de révolutionner les choses. J'ai eu la chance de pouvoir visiter nos centres de recherche étatiques, que sont l'ONERA, le CEVA ou l'Institut Saint-Louis. On a des briques technologiques exceptionnelles et à bas coût. Parce que justement, l'IA permet d'aller vers du bas coût. Et l'intérêt aujourd'hui, c'est, en tout cas, la voie que l'on pressent à l'état-major des armées et au sein de l'armée de terre, c'est bien celle-là, c'est de faire les deux. C'est d'un côté continuer à avoir des programmes d'armement un peu classiques qui vont nécessiter des développements dans la durée, et à côté de cela, des choses beaucoup plus réactives, achetées un peu sur étagère, mais même si ça nécessite un peu de développement, des choses qui n'ont pas vocation à durer très longtemps, au-delà de 4-5 ans, parce qu'on sait que les technologies vont aller tellement vite qu'au bout de 4 ans, ça sera déjà obsolète.
Bon, sur les drones, les Ukrainiens, aujourd'hui, ils estiment que les contre-mesures russes, c'est 3 mois. Donc ça va très très vite. Donc il y a vraiment des domaines où ça ne sert à rien de partir sur des programmes de longue durée, et il faut aller vers des choses beaucoup plus agiles. Et donc c'est aujourd'hui un petit peu la révolution qui est en train de se mettre en place au niveau des capacités des armées, c'est ce mouvement vers une partie de nos équipements qui seront beaucoup plus agiles, fondés sur l'innovation, sur la créativité des unités qui ont des besoins qui vont remonter, et comment les acquérir et les intégrer dans une doctrine, puisqu'après tout ça, il faut effectivement que ça rentre complètement dans la combinaison de nos effets. Parce que ce qui fait souvent la différence lorsqu'on est en opération, ce n'est pas un seul équipement. Ce n'est pas la qualité d'un équipement, mais c'est bien la combinaison de plusieurs équipements, de plusieurs capacités, comme on le dit dans les armées, qui permet de faire la différence et d'avoir le tempo supérieur à l'adversaire. Puisqu'au final, la guerre, c'est toujours une affaire de tempo. Depuis, ça a toujours été la même chose. Et c'était le cas d'ailleurs dans les années 40, où effectivement, on avait des chars de meilleure qualité que les Allemands, des avions de meilleure qualité, mais on n'a pas su combiner chars, avions, transmission, qui permettaient d'avoir ce tempo supérieur au nôtre. Donc c'est là-dessus ensuite qu'il faut qu'on travaille, nous. C'est comment on incorpore ces outils et ces nouveaux équipements peu coûteux, peu onéreux, qui vont changer rapidement dans notre doctrine générale et dans la façon de travailler. C'est un peu l'objet d'ailleurs de mon commandement. Mais Héloïse, le problème, c'est que cette agilité et cette évolution d'équipements à bas coût, elle est très généralement partagée par les adversaires réels ou potentiels. Oui, après, ça pose pas forcément de problème si justement l'OTAN, en alliance, on se concentre justement sur les défenses et sur la masse et aussi la doctrine. Comme le général le disait, une fois que les nouveaux armements sont créés, c'est pas tout que de les avoir, mais il faut aussi les utiliser intelligemment. Et ça, c'est quelque chose, à mon avis, que les armées occidentales, mais aussi, on pourra en parler évidemment de la Chine, ou d'autres grandes puissances étatiques ont peut-être plus de capacité à faire, parce que justement il y a un rétex, il y a une institution militaire qui peut imaginer peut-être des moyens plus, alors certes parfois un peu plus rigides, mais peut-être plus durables d'utiliser ces nouveaux armements, et qui in fine, je pense, permettront quand même de conserver une certaine supériorité sur les adversaires. Et après, une remarque justement sur cette... on dit souvent que l'armée française est une armée échantillonnaire. Lorsque disait Olivier, c'était cette ligne, en fait, on a un peu de tout. On parle aussi des fois d'une stratégie de club où la France va absolument rester dans tous les clubs possibles et inimaginables. Donc celui du porte-avions, celui de la dissuasion nucléaire, celui du cyber, celui du renseignement, maintenant celui de l'espace, celui des drones. Alors ça peut être critiqué. Moi, je suis d'accord avec le général et avec Olivier, dans le sens où on a des armées alliées proches de nous qui ont fait le choix de renoncer à certaines capacités et de se transformer uniquement en armée expéditionnaire pour des guerres de contre-insurrection. Et aujourd'hui, on voit bien que ce sont des armées qui le regrettent. Je pense notamment, alors désolé s'il y en a dans la salle, mais au Royaume-Uni, qui a maintenant des problèmes assez importants, notamment en termes de RH, mais aussi en termes capacitaires, et qui regrette justement d'avoir fait ce choix un peu plus expéditionnaire. C'est important de voir sur le plus long terme possible, d'arriver à se concentrer à la fois sur l'expéditionnaire, mais aussi sur les approches de la France, sur le flanc Est, et puis aussi, on en a peu parlé, sur le commandement national, sur le commandement du territoire national. Ça aussi, c'est une récente, il me semble que le COMTN a été renforcé il y a quelques mois au niveau de l'armée de terre et à un niveau interarmée. Donc ça, c'est quelque chose qui a été testé pendant les JO, et on a bien vu que ça fonctionnait bien, mais il y a des améliorations à faire sur vraiment le rôle de l'armée de terre et des armées pour la protection du territoire national. Et puis, alors je ne sais pas si c'est pas le gros mot évidemment, mais l'important c'est évidemment l'Europe. Alors ce matin, dans cet amphithéâtre, il y avait une table ronde sur l'Europe, mais comment mieux répartir les capacités au niveau européen, au niveau otanien. N'en déplaise aux cavaliers français, je ne pense pas que l'armée de terre ait besoin de 1000 chars. En revanche, si l'armée polonaise sent le besoin d'en acheter autant, parce qu'ils sont effectivement à proximité de la menace russe, et on voit justement que ça pourrait être une bonne façon de mieux répartir les capacités au niveau européen, en termes de logistique notamment, de stock de munitions, d'obus, ce qu'on appelle, alors je n'ai pas le terme français, mais ce qu'on appelle les strategic enablers, en termes
termes aussi de défense antimissile. Voilà, il y a un énorme progrès à faire sur la répartition de ces capacités au niveau européen, sans renoncer à notre souveraineté propre. Et évidemment, c'est un équilibre difficile à trouver, mais c'est quelque chose sur lequel il faut avancer, que ce soit au niveau de la défense européenne, des accords bilatéraux, et puis évidemment au niveau de l'OTAN, pour faire en sorte qu'on ait toujours la meilleure défense possible et qu'on accepte aussi en fait, d'aller vers des moyens offensifs. Le général parlait tout à l'heure des frappes dans la profondeur. C'est quelque chose qu'on redécouvre en France et au niveau européen, parce qu'on voit que la Chine se prépare, le Moyen-Orient en possède déjà avec notamment l'Iran, la Russie, n'en parlons pas. Et un jour, il faudra peut-être accepter effectivement d'être un peu plus offensif. Et alors je dirais pas la perte de la supériorité aérienne, mais bon, c'est voilà, la réduction de la supériorité aérienne fait que les missiles balistiques reviennent sur le devant de la scène et que oui, il faudra peut-être un jour accepter de frapper l'adversaire et les systèmes de l'adversaire avant qu'il ne nous frappe. Général, donc frapper l'adversaire avant qu'il ne nous frappe, il me semble que c'est évidemment une règle d'or, mais cette capacité d'anticipation, est-ce que vous la partagez avec d'autres commandements européens, pour prolonger l'excellente remarque d'Héloïse? Est-ce qu'on sait les mésaventures et les choses-trappes au niveau industriel de tous les programmes binationaux, trinationaux, qui, hélas, ne fonctionnent pas suffisamment bien, disons ça diplomatiquement? Est-ce que, à votre niveau, donc dans cette fonction nouvelle, au niveau de l'armée de terre, d'anticipation des conflits à venir, est-ce que vous avez une forme de coordination avec vos homologues européens? Alors le commandement n'a qu'un an, mais on commence déjà, effectivement. Il y a cette volonté de se coordonner. Donc on est en contact avec les Allemands qui s'interrogent parce qu'ils ont une structure un petit peu similaire, mais pas tout exactement. Les Britanniques, les Néerlandais, les Belges bien entendu, parce que les Belges ont fait le choix d'une intégration totale d'une brigade belge dans une division française. Donc une interopérabilité totale, ce qui est assez exceptionnel. Et ça nous oblige d'ailleurs vis-à-vis de nos partenaires belges, puisqu'ils ont décidé vraiment de prendre tous les équipements français, la doctrine française, et de travailler comme une brigade française. Donc je pense que c'est un exemple unique en Europe. Et on aimerait bien le reproduire d'ailleurs avec d'autres, surtout pour que nos industriels puissent exporter, puisque quand je parlais de la capacité à produire chez nous, on voit bien qu'il y a aussi un problème de taille de marché, et que si on peut exporter nos équipements, ça permettra de pérenniser les chaînes de production chez nous, et donc de faciliter une remontée en puissance si jamais on a besoin de le faire. Donc pour nous, c'est important d'essayer d'aider aussi nos industriels à trouver de nouveaux marchés et à exporter ailleurs avec des armées qui souhaiteraient avoir cette intégration plus forte. On échange beaucoup avec les Américains qui sont en fait le modèle de base, puisque c'est ce qu'on appelle Army Future Command, qui a été créé il y a 5 ans et qui est un peu la source d'inspiration de ce modèle du commandement du combat futur et qui est destiné justement à regarder vers l'avant. Ce que je constate, c'est que tout le monde a la même analyse sur ce qui est en train de se passer, sur l'évolution de la conflictualité. On est assez proche dans les solutions à privilégier. Maintenant, comme vous le soulignez, derrière, il y a une grosse difficulté au niveau européen, c'est le monde industriel qui parfois a du mal à se parler. Et parce qu'on a des modèles qui sont totalement différents, notamment avec les Allemands, où on voit bien la puissance de l'industrie allemande, qui finalement impose plus ou moins les équipements à une armée allemande qui est plutôt passive sur l'expression des besoins. Et l'industrie allemande est très puissante vers l'export, elle est tournée vers l'export, elle est très forte au niveau des Länder. Donc on n'a pas du tout la même structuration de notre base industrielle que nos camarades allemands, ce qui explique que parfois on a du mal à se comprendre. Et que ce n'est pas parce qu'on a un accord politique que ça va se traduire au niveau industriel. Ça, c'est une petite parenthèse. Donc effectivement, la grande difficulté, c'est qu'au-delà des constats et des solutions à trouver, c'est aller dans le concret sur la répartition. Et là, on touche tout de suite les répartitions industrielles, donc les emplois. Et donc forcément, c'est des sujets sensibles entre États. Et on n'est pas encore à l'Europe de la défense industrielle, ça c'est sûr.
Sinon, sur le reste, effectivement, ces inquiétudes, on les partage régulièrement. On commence à trouver également des pistes de complémentarité, notamment avec les pays de l'Est, les pays de l'Est, notamment les pays baltes, avec lesquels on est très liés et avec qui on échange énormément sur nos retours d'expérience, sur nos analyses et sur notre façon de travailler. Donc il y a tout un réseau qui est en train de se mettre en place, il se structure. Mais concrètement, est-ce que demain on aura un char français qui va inonder le marché européen? Je ne suis pas sûr. Olivier Zagel, peut-être pas un char français, mais enfin on voit que le canon César s'est quand même imposé sur le champ de bataille. Mais pour prolonger, Olivier, la réflexion que vous faisiez sur cette difficulté à avoir en fait une foultitude de priorités. Il y a quand même un moment où il faut décider d'une échelle de ces priorités et quand on le fait de façon prospective, quelle serait la vôtre? Si j'en avais une vraiment en face de moi, de manière très claire, je pense que je serais DGA, mais c'est vraiment pas ma vocation. Non, mais on ne sait jamais. Et je laisse ça à Emmanuel Kiva, que je connais bien et qui le fait avec beaucoup de talent, et c'est pas facile. Et justement, la réponse est un personnage dans Game of Thrones, le trône de fer, qui dit à un moment le chaos est une échelle. L'échelle, on peut avoir un chaos, on peut avoir l'impression que les priorités se diluent, me semble-t-il, qu'on ne sait pas vraiment par où commencer. En plus, les moyens sont comptés. Les partenaires naturels, en tout cas dans le cadre de l'OTAN, de l'Europe, l'Europe, comme l'OTAN d'ailleurs, mais a un strabisme divergent. Certains regardent au sud, d'autres à l'est. On essaie aujourd'hui de trouver, de repositionner un barycentre, un point d'équilibre pour essayer de ne rien négliger tout en répondant à l'urgence, et l'urgence c'est l'Ukraine. Aujourd'hui, pour la majorité de nos partenaires, dans l'OTAN comme dans l'UE, ça c'est la réalité politique lourde. Mais tout de même, dans ce chaos, aucune priorité en apparence ne se dégage. On peut déterminer, me semble-t-il, quelques échelles. Mais ça ne peut être fait qu'en définissant, mais ça doit être fait de manière collégiale, collective, avec des partenaires effectivement européens, et sans oublier de revenir toujours quand même à ce que nous a appris le Covid, parce qu'on est passé un peu rapidement là-dessus, mais c'était un événement stratégique, y compris pour nos armées. On a redécouvert un certain nombre de choses, sans oublier l'exigence permanente d'autonomie. Il faut être plus interopérable, mais plus autonome aussi. Et là aussi, on est entre deux priorités où parfois entre lesquelles il est difficile de choisir. Il y a une échelle, mais elle ne peut être mise en place, modélisée, visualisée que si on a une vision du temps long. Il existait quelque chose avant, et c'était fait par la Délégation Générale pour l'Armement, on en parlait ce matin avec un certain nombre justement de membres de la DGA, qui s'appelait le PP30, le plan prospectif à 30 ans. Ça fonctionnait, ça existait. Il y a une partie qui était plutôt confidentielle, une autre qui était plutôt publique, dont on pouvait prendre connaissance, me semble-t-il, si je me rappelle bien. Et puis finalement, on a arrêté avec cette vision à 30 ans, alors pour une bonne raison apparente. C'est de dire, ça va trop vite, 30 ans c'est trop loin, on n'est plus dans le gosse-plan, on ne peut plus faire des plans quinquennaux, ça se passe en 3 semaines, regardez, ça se retourne sous nos yeux en une fraction de seconde. Il faut être dans les boucles courtes, il faut être dans cette agilité. Et en même temps, à force, mais c'est un peu, évident ce que je dis, et en même temps, c'est évident, mais est-ce qu'on en prend vraiment conscience au quotidien, stratégiquement, le fait dans ces boucles courtes, où on est habitué à ce que les militaires, et l'armée de terre, mais ailleurs, dans les autres armées, appellent le J3 et le J5, la planification et la conduite. On est habitué en permanence que la conduite bouscule la planification, jusqu'à ce que certains se disent « il n'y a plus besoin de planifier finalement ». Tout est caduc en quelques semaines. C'est ça aujourd'hui la réalité stratégique. Alors les priorités, ce seront celles de l'urgence immédiate, en combinaison, agile avec nos partenaires, etc. Il me semble, mais bon, c'est une opinion, il y aura des questions, j'imagine, tout à l'heure, il me semble que c'est une mauvaise façon de voir les choses, et on ne peut pas renoncer, parce que le quotidien est chaotique et que les horizons sont brumeux, à déterminer
des horizons prospectifs, en particulier dès qu'il s'agit de haute intensité, de résistance, de résilience des armées dans un combat qui dure. On ne peut pas renoncer à des horizons longs. Donc, il faut prioriser. Je crois que ce qu'il faut prioriser aujourd'hui, c'est une remontée en puissance qui nous permette de combattre dans des conditions durcies, dans la durée. Ça veut dire plus de masse, ça veut dire une attention portée. Et là, on peut arrêter de parler provisoirement seulement de circuits imprimés, d'ogives, de motorisation, d'ailes, etc. Il faut parler des hommes et des femmes, des armées. En fait, la masse, c'est le recrutement, la fidélisation, c'est des cultures organiques pour l'armée de terre, mais aussi pour les autres armées qui tiennent, qui s'articulent, qui se complètent. Et aujourd'hui, on est dans une cote d'alerte de ce point de vue-là, me semble-t-il. Je ne veux pas être pessimiste, mais ça fait partie de l'équation. Donc je dirais un peu de manière contre-intuitive par rapport au débat, mais oui, la conflictualité, ce sont les armements, les usages, les modes d'action, les doctrines, les rétextes en boucle courte, les capacités à s'équiper rapidement, et ça, la DGA française a été pionnière de ce point de vue-là ces dernières années, même si on n'en parle pas assez. Évidemment, tout ça, ça compte. Mais ce qui compte, c'est aussi qu'il y ait des hommes et des femmes pour les incarner et les mettre en œuvre. Et ça, c'est une priorité européenne. On ne recrute pas assez, on ne fidélise pas assez, et cette attention portée à ce qui est le cœur battant des armées, c'est-à-dire finalement leur personnel, ça fait partie voilà une priorité, finalement. Bien, il y a peut-être quelques vocations qui sont en train de naître dans la salle. Général, quel est votre échéancier, en fait? On comprend que 30 ans, ça paraît quand même à peu près l'horizon de l'infini aujourd'hui, mais vous travaillez, quand on dit le commandement du futur, vous le situez où? À 3 semaines? À 3 mois? À 3 ans? D'accord. Tout d'abord, une petite réaction sur les effectifs. Effectivement, c'était une préoccupation permanente. Mais en tout cas pour l'armée de terre. L'armée de terre, cette année, a un bon taux de fidélisation, voire parfois un peu trop bon d'ailleurs. C'est-à-dire trop bon. On a des gens qui restent plus longtemps qu'on ne l'imaginait, notamment dans les grades supérieurs, donc les colonels, ainsi de suite. Et on recrute très très bien. Attention à tous les colonels qui sont là. Oui, non, mais c'est assez étonnant. On a une mobilisation plus permanente. Et finalement, en termes de recrutement, on est bien, mais c'est un point d'attention permanent, puisqu'on voit qu'on va arriver dans des classes d'âge beaucoup plus creuses, si on fait un peu de prospective démographique, et que forcément le réservoir de recrutement va se réduire, et donc on risque d'avoir effectivement des difficultés. Mais au-delà des effectifs propres des armées, en fait, la défense, c'est pas uniquement une affaire d'armée. Et ce qui nous préoccupe le plus, c'est comment faire prendre en compte les enjeux de défense à toute la société française. Et donc je salue d'ailleurs ces initiatives qui permettent de partager nos préoccupations. Parce qu'en fait, c'est une armée, si sa nation ne veut pas se battre derrière, ça n'a aucun sens. Ce n'est pas l'armée toute seule qui va défendre la nation. Et donc c'est bien une œuvre collective. Et au-delà de la masse du combattant, en fait, c'est vraiment cette masse qui doit avoir derrière ce soutien populaire. Donc c'est juste pour petite parenthèse pour montrer qu'effectivement on est attentif à nos effectifs, mais aussi à la façon, on réfléchit beaucoup, en tout cas on a beaucoup d'interrogations sur comment faire partager nos enjeux et comment faire comprendre à la société justement les évolutions de l'environnement et comment on peut se défendre ou se préparer à une défense ou ce qui pourrait nous attaquer d'ailleurs. Puisqu'on parlait tout à l'heure des opérations de propagande ou de désinformation. J'étais sûr. Ouais. Oui, votre calendrier prospectif. L'horizon, en fait, on a 2 horizons actuellement. Donc on travaille sur 2040-2050 sur vraiment l'évolution, les grandes tendances de la conflictualité. Où on voit l'importance effectivement de la robotique, qui va prendre de plus en plus de place pour aussi une histoire de masse. D'ailleurs, c'est un des espoirs de l'armée américaine. On voit la baisse du coût de ces technologies duales, donc même les plateformes robotisées sont en train d'avoir des applications civiles, donc forcément on baisse des coûts. Donc pour refaire de la masse, on voit qu'on va vers cette robotisation et cette dronisation à outrance, la guerre électronique, qui sont des enjeux forcément qui vont avec cette dronisation et cette robotisation.
puisque la connectivité qui permet d'aller plus vite, de rassembler les données, d'exploiter les données plus vite, porte en soi sa propre fragilité. Donc c'est l'intérêt du cyber et de la guerre électronique pour contrer l'adversaire. Donc ça, c'est vraiment les tendances et les réflexions à long terme. Et on regarde à plus court terme, DIV 27, donc l'objectif et l'ambition de l'armée de terre, c'est de pouvoir déployer une division à l'horizon 2027, une division complète avec ses stocks, ses moyens de logistique, ses moyens de protection de basse couche, donc anti-aérien, et ses moyens de renseignement. Ça, c'est l'ambition. Et donc on observe, on est en train d'étudier effectivement le modèle armée de terre sous l'angle des capacités, ce qu'on appelle le DORES, donc la doctrine, l'organisation, les ressources humaines, les équipements, le soutien et l'entraînement, parce que c'est ça qui fait l'efficacité d'un équipement finalement. Et on est en train de proposer des rééquilibrages de notre modèle, puisqu'on voit qu'on était on était l'héritier d'une longue pente de déflation, et qu'aujourd'hui on est dans une phase où justement la nation a fait des efforts en termes budgétaires pour reconstituer des capacités. Et donc là, on est en train de rééquilibrer nos capacités, puisqu'on avait un petit déséquilibre, peut-être pas assez d'appui. Voilà, donc on est en train de rééquilibrer tout ce dispositif-là, aller vers d'autres métiers, parce que nos militaires, finalement, demain, feront d'autres métiers. Je parlais de la guerre électronique. Demain, on aura des fantassins qui mettront en œuvre des moyens de brouillage assez basiques, mais de combat, de contact, des systèmes d'écoute, d'observation du spectre électromagnétique. Donc on voit que les métiers évoluent et que tout cela, effectivement, il faut le prévoir sur les 3 années à venir. Donc ça, c'est ces 2 chantiers en fait, qui seront conduits en parallèle, mais pas tant que ça, parce que finalement, 2027, il faut que ça s'inscrive aussi sur 2040-2050. Et donc c'est un peu nos horizons actuels. Je crois que le moment est venu de vous proposer de poser quelques questions en vous identifiant, s'il vous plaît, et aussi en désignant l'interlocuteur auquel vous souhaitez vous adresser avec, s'il vous plaît, pas de commentaires et des questions courtes. Donc, qui se lance ? Oui, si vous pouvez vous lever, comme ça, Ah, voilà, vous êtes debout, parfait. Allez-y, monsieur. Mais essayez déjà avec votre... La question peut être posée soit au général, soit à... Vous avez parlé de... Pardon, Didier Loras de l'agence France Presse. Vous avez parlé de l'intelligence artificielle et de la conviction que vous avez qu'elle pourrait permettre de rattraper un certain nombre de retards. La question que je me posais, c'est si c'est valable pour vous, c'est valable pour tout le monde. Donc est-ce qu'à un moment, il y a une possibilité que l'intelligence artificielle mette tout le monde d'accord ? Puisque c'est de toute façon les machines qui vont aller vers le mieux, est-ce qu'à un moment, on va se retrouver avec tout le monde a les mêmes compétences ? Donc la symétrie ne sera plus qu'une matière de masse ou de capacité de production, mais plus du tout de stratégie. Merci. Alors, on est déjà dans la logique de capacité de production. Je parlais tout à l'heure du retour de la haute intensité qui est finalement une guerre totale, où on voit effectivement l'affrontement entre la Russie et l'Ukraine, où il y a cette notion de production et de puissance industrielle finalement derrière. Après, l'intelligence artificielle, ce sont des algorithmes, mais il faut les entraîner quand même. Et donc la grande richesse et la différence en fait entre les algorithmes, c'est la qualité des données. Donc là aussi, il y a aussi, c'est-à-dire que ça se trouve pas sur le. On peut trouver assez facilement des algorithmes en open source, mais c'est pas si simple que ça ensuite de l'entraîner de façon à ce qu'il produise quelque chose d'intelligent ou d'utile à la fin. Donc c'est pour ça que on peut imaginer qu'on va vers un monde unifié par l'intelligence artificielle. Je n'y crois pas trop. Il y aura forcément des écarts parce qu'ils ne seront pas entraînés de la même façon. Il y a des spécialités. On a quand même des ingénieurs qui sont un peu plus en avance que d'autres dans ce domaine-là. Et ce n'est pas forcément à la portée de tout le monde, notamment en termes de puissance de calcul. Et puis l'IA va forcément aller vers un autre sujet, c'est la consommation d'énergie, puisque vous avez bien vu que si on va vers le modèle Google, c'est-à-dire traiter l'intelligence, les données sans les discriminer,
il va falloir tellement d'énergie qu'on n'y arrivera pas, quoi. Donc ça, c'est aussi un des champs sur lesquels travaillent nos ingénieurs, c'est la donnée utile et la frugalité des algorithmes. Donc ça aussi, c'est des champs de recherche, en fait, qui ne sont pas si grand public que ça, finalement, et qui font que je pense qu'on conservera une petite avance technologique dans le domaine. Une autre question? Oui, madame? Oui, bonjour. Ma question s'adresse peut-être au général Barat. Je suis Laura Magavariou, je suis reporter. Si vous pouvez rapprocher votre micro, parce qu'on vous entendra mieux. Ça vous va mieux comme ça? Laura Magavariou, voilà. Je suis reporter de terrain. On parlait tout à l'heure de l'innovation peut-être du spectre, et puis ce que j'avais observé moi-même sur le terrain, c'est qu'un certain nombre de choses qui collent bien avec l'état d'esprit de nos armées françaises, échantillonnaires, agiles, et de petits modèles, par exemple sur des BOA très avancés, c'est des choses finalement... quasiment du bricolage, excusez-moi, c'est un peu terre à terre ce que je vous dis, mais j'avais discuté avec beaucoup d'intérêt avec le gars de l'innovation au COM FST. J'avais découvert que parfois il bricolait ces trucs dans ses ateliers qui auraient pu servir et avoir des retombées. Simplement, tout était un peu paralysé pour des questions de traçage, de financement, de demande de crédit, de gestion. Et finalement, on en revient au sujet de la gouvernance. Ça fait partie de votre mandat, vous, de trouver les circuits pour fluidifier ces modes de fonctionnement. C'est pas de la grande technologie, mais ça nous sert bien quand même sur le terrain. Oui, justement, c'est un des axes. Alors, il y a le financement, mais il n'y a pas que. Il y a aussi la réglementation, parce la France est quand même assez championne dans la spécialisation de la réglementation qui contraint tout. Donc, c'est les deux champs sur lesquels on aide et on va aider les innovateurs de terrain. C'est le financement, parce qu'en plus, souvent, c'est pas cher. C'est vraiment 3 fois rien. Et la réglementation qui parfois est de notre propre fait, hein. Interne, on adore se mettre des freins dans les armées, donc là aussi on est là pour les faire sauter un certain nombre de freins. Une autre question, tout très timide ce matin. Oui, mais les questions du chat, elles sont très éloignées. Et donc, Héloïse, lisez-les, parce que vous avez des lunettes plus puissantes que les miennes. Alors, mais je ne sais pas laquelle choisir, du coup. Et vous choisissez, hein? Ok. Alors, la dronisation, le cyber et l'usage des missiles longue portée et hypervéloces prennent une place prépondérante dans les guerres actuelles. Les forces conventionnelles terrestres auront-elles encore une place dans les conflits du futur? Alors déjà, je pense que la dronisation, le cyber et l'usage des missiles longue portée et hypervéloces, justement, c'est des outils qui sont en partie mis en œuvre par les forces conventionnelles de l'armée de terre. En fait, ça dépend en fait quelle acception du terme conventionnel on accepte, mais typiquement, c'est des régiments conventionnels, c'est pas que des forces spéciales qui mettent en œuvre ce genre d'instruments et de systèmes au sein de l'armée de terre. Donc oui, évidemment, les forces conventionnelles terrestres ont entièrement leur rôle à jouer dans le combat futur. On l'a dit, la masse, c'est très important. La masse en termes aussi humains. On pourra, à mon avis, jamais remplacer un fantassin, jamais non plus remplacer un cavalier ou un pilote... ou en tout cas un autre équipier de l'armée de terre. Donc oui, elles auront toujours leur rôle à jouer. Et justement, ce qui est très important à trouver, et ce qui est à mon avis le défi pour le futur de l'armée de terre, mais aussi l'armée de l'air et la marine, peut-être un peu moins parce que c'est des armées qui se reposent un peu plus sur des plateformes, ce qui n'est pas forcément le cas, enfin qui est un peu moins le cas pour l'armée de terre. C'est justement cet équilibre, cette articulation à trouver sur l'ensemble du spectre. Comment conserver un rôle important pour le fantassin et l'infanterie, tout en lui permettant de mettre en œuvre justement des capacités haut du spectre. Comment redonner à l'armée de terre en fait un vrai rôle vraiment stratégique. Et ça peut se faire justement à l'aide de ces nouvelles capacités, à l'aide des frappes terrestres, des frappes longue portée terrestres et des missiles balistiques terrestres qui pourront être mis en œuvre un jour justement dans l'armée de terre. Donc en fait non, pour moi il n'y a pas d'incohérence entre justement les conflits du futur et les forces terrestres. C'est justement à ça que sert le commandement du combat futur, à essayer d'imaginer cette meilleure articulation. Général, un mot en complément?
Oui, il ne faut pas tomber aussi dans l'illusion de la technologie, parce que la guerre, il faut revenir au fondement de la guerre. C'est avant tout un affrontement de volonté, et on veut marquer sa détermination. Et l'adversaire s'adaptera à notre dispositif. On le voit si on prend Gaza ou d'ailleurs le sud Liban avec le Hezbollah. Ils connaissent la puissance militaire israélienne, ils la voient tous les jours. Ils l'ont contournée en creusant des tunnels et des milliers de kilomètres de tunnels pour justement échapper à la surveillance et pouvoir continuer à frapper Israël sans être exposé. Donc on voit bien que si on tombe dans le tout technologie, on va rater quelque chose. Parce qu'au final, la guerre, c'est malheureusement une affaire humaine. C'est une activité humaine qui remonte à la nuit des temps. Ça a toujours été comme ça, malheureusement. Et au final, si une nation veut montrer sa détermination, il faudra engager des soldats sur le terrain pour montrer qu'elle est déterminée à gagner ou à imposer sa volonté, ou à faire plier la volonté de l'adversaire. Donc il y a un moment où on sera obligé de passer par là, et de toute façon, l'adversaire s'adaptera. Et si on n'a que du technologique, bah lui, il se mettra dans des tunnels, et il faudra aller les chercher dans les tunnels. Et là, pour l'instant, on n'a pas de robot pour y aller, hein, et pas de drone. On a des outils qui commencent à se développer, mais ils ne feront pas le travail. Et donc on voit bien qu'ils contourneront notre puissance. Ils iront également s'imbriquer avec les civils, et là aussi, vous avez un petit problème sur la technologie, quoi. C'est-à-dire qu'il faut avoir des outils capables de faire la discrimination, ce que n'arrive pas encore à faire un robot ou même une intelligence artificielle. Olivier, choisissez une question à laquelle vous auriez envie de juste si je peux juste répondre. compléter la réponse du général aussi et réagir, c'est que donc, là pour l'instant on a beaucoup parlé des armées, de la décision prise par les militaires, mais faut bien se rappeler que l'armée, le militaire, c'est un outil à la main du politique, et donc l'imposition, effectivement, cette dialectique des volontés dans le cadre des conflits armés, c'est avant tout aussi une volonté politique qui doit s'inscrire dans une politique étrangère et une politique de défense cohérente qui est mise en œuvre par le politique. Et pour en revenir à la question des priorisations, et parce que je vois quelques questions sur le budget des armées, la priorisation, elle doit aussi être faite, enfin surtout, par le décideur politique. Et on voit que depuis quelques années, il y a justement une peur du choix, je trouve, une peur de la priorisation, parce qu'évidemment, il y a une peur de l'échec, une peur de se tromper, de se dire, si je prends tel choix, alors on va potentiellement passer à côté du virage des drones, passer à côté du virage, je sais pas, du quantique, ou de quelque chose de moins technologique. Et ça, c'est quelque chose dont je pense qu'il faut vraiment se saisir, ne serait-ce que, par exemple, nous, je pense qu'on aimerait qu'il y ait beaucoup plus de débats ouverts à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Alors certes, il y en a au moment du vote de la LPM, mais après, on sait que ce sont quand même des domaines tellement régaliens que ça finit par être plutôt des choix faits dans des très petits cénacles gouvernementaux. Mais voilà, je pense qu'il faudra bien rappeler que les armées, entre guillemets, font ce qu'elles peuvent, elles le font très bien, mais c'est qu'après, c'est un outil au service d'une politique stratégique qui, elle, doit être définie par le politique et qui peut-être manque un peu de clarté ces dernières décennies. Mais le problème des démocraties, le problème des politiques en démocratie, c'est évidemment le long terme, ou plutôt l'impossibilité du long terme. Bon, après, je pense qu'on voit l'échec de la Russie, les difficultés que peut rencontrer la Russie en Ukraine. Il est clair que la Russie n'est pas une démocratie. Je pense qu'ils n'avaient justement pas prévu. Voilà, ils n'avaient pas prévu sur le long terme justement que l'Ukraine allait pouvoir résister. Pareil, on s'inquiète beaucoup de la menace chinoise, mais pour l'instant, la Chine n'est pas du tout une puissance expéditionnaire. Donc, je pense qu'on a parfois tendance justement à surestimer nos propres faiblesses démocratiques. Olivier, une question que vous choisissez, s'il vous plaît. Ah, il y a plein de questions là. Ah, il y a plein de questions. Mais alors, avec les projecteurs, j'avoue que je ne vous vois pas. Bonjour. Donc, allez-y. Il n'y a pas de souci. Tout d'abord, merci beaucoup pour vos représentations. Vous aviez évoqué la notion de frapper l'adversaire avant d'être frappé. Toutefois, la doctrine stratégique française s'oriente surtout vers les capacités de seconde frappe et vers la notion de défense. Ainsi, je voulais savoir si vous aviez évoqué cette notion de frapper l'adversaire avant d'être frappé comme étant un nouvel objectif de l'armée de terre, et donc est-ce qu'il faudrait repenser la doctrine stratégique française, enfin du moins est-ce que c'est une ambition de l'armée de terre ou si ça fait partie.
Alors, ouais, Général, je crois que c'est pour vous, là. Mais c'est moi qui avais utilisé cette expression-là. Alors, je voulais justement pas du tout parler au nom de l'armée de terre. Après, c'est aussi cette idée dans la vision stratégique du SEMA de gagner la guerre avant la guerre. Alors ça, c'était plutôt une question d'influence et de modeler en fait l'environnement informationnel de façon à ce que l'entrée en premier se fasse d'une façon beaucoup plus souple et puis qu'on ne soit pas obligé d'en arriver jusqu'au conflit. Mais voilà, ma remarque, c'était plutôt en termes, toujours, la question des frappes longue portée, des frappes dans la profondeur. Alors, vous allez penser que je suis absolument obsédée par ce sujet-là. C'est juste qu'en fait, on a publié une étude sur le sujet à l'IFRI en fin du mois, qui sera téléchargeable gratuitement sur notre site internet. Mais voilà, et donc l'idée, non, c'est plutôt la réflexion qu'on peut se faire actuellement en Ukraine et en Russie. Et évidemment, tout le débat sur en fait, le débridage entre guillemets, des armes longue portée que l'on fournit à l'Ukraine et qui sont pour l'instant limitées dans la profondeur du territoire russe qu'elles peuvent atteindre, par crainte effectivement d'une escalade. Et puis il y a toujours le spectre évidemment du nucléaire russe derrière. Mais on voit bien que pour que l'Ukraine gagne, ou en tout cas arrive à une fin de conflit suffisante pour arriver à des négociations satisfaisantes pour l'Ukraine, il faut pouvoir infliger des dégâts à l'appareil industriel et militaire russe. Et donc l'idée est évidemment de pouvoir frapper par exemple des sites de lancement de missiles balistiques, alors mobiles souvent russes, avant que cela en fait... sachant que ces systèmes sont utilisés pour frapper l'Ukraine. Après, je veux dire... l'armée de l'air, par exemple, ne s'est jamais empêchée de faire des frappes cinétiques contre, par exemple, un rassemblement de djihadistes en Afrique, si on avait assez d'éléments pour savoir qu'ils allaient ensuite commettre, par exemple, un attentat contre des intérêts français ou contre des intérêts maliens ou du pays africain allié. Donc, à mon sens, c'est pas tant une redéfinition de la doctrine, mais sur le plan de la doctrine de l'armée de terre, je vais évidemment laisser le général s'exprimer. Non, on ne va pas remettre en cause la doctrine stratégique française, parce que je pense que vous faisiez allusion à la dissuasion. Où, c'est très différent. Non, on n'a pas prévu encore de faire des conflits préventifs. Ce n'est pas encore totalement à l'ordre du jour. En revanche, dans la partie frappe dans la profondeur, c'est effectivement c'est une nécessité dans le domaine tactique, lorsqu'on est engagé au combat. Et effectivement, il faut essayer de frapper avant d'être frappé. Ça, c'est une évidence. Et c'est toute la logique de mise en place des réseaux qui unissent l'ensemble des capteurs du champ de bataille avec les moyens qui sont capables de frapper. Donc c'est un axe de travail très fort de l'armée américaine. L'armée française travaille énormément là-dessus aussi. Donc c'est comment aller plus vite dans la prise de décision entre le moment où on a trouvé un objectif, y compris dans la profondeur adverse, et au moment où on est en mesure de le frapper. Je crois qu'il y a une question là, monsieur, vous avez le micro. Oui, bonjour. Ma question s'adresse directement au général qui est présent. Il y a un éléphant dans le couloir dont on n'a pas parlé. Quand la guerre en Ukraine a commencé, le premier réflexe des Russes, ça a été de bombarder les aéroports. Quand l'Ukraine s'est lancée dans une offensive en direction de Koursk, ils ont détruit les aéroports en premier. On voit aussi qu'en Israël, l'un des objectifs du Hezbollah et de l'Iran, je devrais dire l'Iran tout court parce qu'on sait que les deux sont liés, ils ont essayé d'attaquer les bases aériennes de Tsahal. Le génie de l'air fonctionne encore avec des VAB. Est-ce que vous pensez qu'il ne faudrait pas booster les capacités de notre génie de l'air afin de justement pouvoir prévenir ce genre de déconvenus en cas de guerre totale qui, pour moi, à titre personnel, viendra un jour ou l'autre? Merci, monsieur. D'accord. Oui, sur les capacités du génie de l'air, alors je ne les avais pas comme les plus fragiles de notre dispositif, mais si on peut éviter d'abord de se faire toucher la base, c'est le mieux, d'ailleurs. C'est un peu le principe du dôme de fer, et d'abord éviter d'être frappé, et effectivement, s'il faut ensuite réparer, on mettra les outils, et on est justement en train de regarder l'ensemble des capacités,
Mais on a quelques sujets avant le génie de l'air, donc à combler rapidement avant celui-là, mais ça peut faire partie des sujets. Donc la défense antimissile en particulier. La défense antiaérienne et antimissile, forcément, est un élément majeur. Et on voit bien le développement de ces stratégies de déni d'accès et essayer de casser le déni d'accès adverse. Donc, et puis, c'est des dénis d'accès qui, aujourd'hui, arrivent à être réalisés avec parfois des outils qu'on n'imaginait pas. On voit l'Ukraine, et je pense que c'est d'ailleurs la grande victoire, une des grandes victoires, mais qui n'est pas du tout revendiquée par l'Ukraine, c'est le fait qu'ils aient une liberté de transit sur la mer Noire, aujourd'hui, qui est conservée. Ils ont quand même réussi à créer un déni d'accès qui est assez exceptionnel. Et donc, ces stratégies de déni d'accès se développeront, et comment les casser si jamais on est face à un adversaire qui nous oppose ce déni d'accès, comme les Houthis, ou qui tentent de le faire, ainsi de suite. Ça, c'est un sujet majeur, oui. Ça, c'est un de nos sujets de réflexion et de préoccupation. Alors, Olivier, une dernière question peut-être que vous choisissez. Alors, soit on a des questions ici, moi. mais c'est peut-être mieux de prendre des questions dans la salle. Il y a quelqu'un là-bas. C'est vrai qu'on vous voit un peu mal. On vous voit vraiment, oui. Et encore faut-il que le micro les atteigne. Parfait. Et ce sera, je le crains, la dernière question. Bonjour, je suis étudiante à l'Université Lyon 3 et j'aurais une question. Vous avez parlé du dôme de défense aérienne. Donc j'aimerais savoir quelle est la position de la France à propos du bouclier antimissile européen. Merci. Là, à mon avis, c'est l'une de vos étudiantes qui essaye de vous piéger. Olivier, allez-y. On entend avec Héloïse, on entend des rires un peu par là. Sachez que ça empêche de dormir un certain nombre de personnes qui ne sont pas loin de vous, à peu près dans cet axe-là, depuis pas mal d'années. Je me souviens, il y a des années, lors d'un rendez-vous qui ressemblait un peu à celui-là, en moins divers, on va dire, il n'y avait pas toute la société civile, etc. Et d'un chef d'état-major, français, qui disait, moi le bouclier antimissile, alors c'était il y a plus de 20 ans, hein, mais il disait, moi le bouclier antimissile, l'antimissile, est-ce qu'on en a vraiment besoin? On a la dissuasion, on n'a pas besoin des ceintures et de la ceinture et des bretelles. Quand on a l'un, on n'a pas besoin de l'autre, et même l'autre la défense antimissile va affaiblir la dissuasion. Alors ça fait longtemps qu'on a arrêté de penser de cette façon. Et en fait, la défense antimissile, elle est totalement intégrée dans les étagements, les couches, les tuilages entre la dissuasion conventionnelle, la dissuasion nucléaire, l'espace difficile à définir qui est entre les deux, qui est un enjeu aujourd'hui. La défense antimissile, c'est absolument fondamental pour en particulier la France, l'Europe, et la manière dont l'Europe se positionne par rapport au parrain stratégique principal qu'elle a, qui sont les États-Unis, qui déportent une partie de leur défense antimissile nationale en Europe, mais qui sert également à protéger le continent européen. Alors, le continent européen, mais la question c'est, est-ce que les Européens maîtrisent d'abord les technologies, maîtrisent les décisions, maîtrisent les moyens d'alerte? Bref, est-ce qu'ils s'emparent aujourd'hui de cette défense antimissile? Est-ce qu'ils la font leur? C'est pas évident. Aujourd'hui, très clairement, c'est un sujet qu'un certain nombre de puissances investissent, les Américains au premier rang. On pourrait dire que les Européens sont un peu en arrière de la main. Je pense que ce n'est pas trop sévère que de le dire. On travaille. On a des acteurs industriels qui sont à la pointe, à la fois sur ce qui est endo-atmosphérique, exo-atmosphérique, ça c'est des vieux débats, en défense antimissile, les articulations avec ce qui fait au niveau européen. Il y a beaucoup de différences entre les Français et les Allemands, de ce point de vue-là, avec une initiative très politique de la part de nos amis allemands sur un bouclier, on va dire, multicouche européen, dans lequel on aurait aimé, du côté français, avoir davantage notre mot à dire. Bref, on a un horizon ici où, en fait, les Européens ont des points forts. On n'a jamais arrêté de discuter de ça parce qu'il y a une triangulation, c'est bien, entre la défense antimissile, le spatial militaire, la dissuasion. Et en particulier en France, pour des raisons fonctionnelles, on s'est obligé, heureusement, à travailler dans toutes les directions. Donc on a des avantages à faire valoir, on a des compétences et des savoir-faire, mais au niveau politique, on n'a pas réussi à converger pour s'emparer de manière autonome de cet horizon-là. Donc la défense antimissile, il faut que ça reste, et ça doit être une priorité, me semble-t-il, pour les années à venir,
en européen, et pour pas seulement que ça soit une défense antimissile en Europe, mais pour que ça soit une défense antimissile dont les Européens s'emparent davantage, y compris en termes d'orientation du futur et de décision. On en est loin. On en est très loin, en particulier en termes de centre de commandement et de contrôle, d'alerte avancée, etc. Mais bon, moi ici, c'est des considérations assez générales sur la défense antimissile. Je sais qu'Héloïse a travaillé là-dessus. Oui, pour compléter la réponse d'Olivier, on publie demain un briefing sur la European Sky Shield Initiative, donc vraiment cette idée de bouclier antimissile européen. Et je pense qu'en fait, c'est fondamentalement aussi une question de perception, et même en fait le terme de bouclier qui n'est pas correct, parce qu'on sait très bien qu'il est impossible de se préserver de toutes les menaces sur l'ensemble du spectre, que ce soit des roquettes, de l'artillerie longue portée, et puis ensuite on passe effectivement missiles balistiques, missiles de croisière. Mais on peut comprendre ce qu'il y a d'attirant en fait dans cette solution qui est essentiellement une solution politique et industrielle qui a effectivement été promue par l'Allemagne, qui, rappelons-le, avait dans leur cas du Zeitenwende, donc le changement d'époque, un fonds important monétaire en fait à dépenser. Et donc en fait, au lieu d'attendre qu'il y ait des solutions parfois européennes développées sur ce sujet-là, ils ont préféré acheter américains et américano-israéliens, ce qui a évidemment suscité des petites tensions, étant donné qu'on ne peut pas d'un côté vouloir promouvoir la souveraineté européenne et de l'autre acheter en dehors de l'Europe. Mais c'est surtout une question de perception. On ne peut pas vraiment vouloir à un pays qui est persuadé que c'est grâce à ça qu'il va pouvoir se défendre et créer une sorte de bulle, sans du coup aller dans l'offensif, alors qu'au contraire, la France et d'autres pays promeuvent ce mix en fait otanien, avec à la fois la dissuasion nucléaire, des capacités offensives de deep precision strike, de frappe dans la profondeur, et puis un bouclier la défense antimissile. Et puis il y a évidemment l'exemple israélien qu'on a vu donc du coup en avril et en octobre, avec là aussi en fait une mauvaise compréhension du fonctionnement de cette défense anti-aérienne et anti-balistique en Israël. Déjà parce que la taille du pays en fait est incomparable par rapport à la taille de l'Europe. Israël, c'est à peu près la taille de la Bretagne. Alors si on voulait protéger la Bretagne, effectivement, je pense que les Bretons et les Brestois en seraient ravis, donc ce serait possible. En revanche, on ne peut pas protéger toute l'Europe. En fait, ce serait beaucoup trop coûteux en termes de système. Ensuite, il faut entretenir ces systèmes. Il faut effectivement avoir les radars d'alerte avancés, les stocks en termes d'intercepteurs. J'en parlais tout au début. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a des incompréhensions sur ce que peut vraiment la défense antiaérienne et la défense antimissile, qui fait que le modèle israélien ne peut pas être dupliqué en Europe. Et donc parler de oui, il nous faudrait un dôme de fer européen, en fait, c'est juste pas possible. En revanche, en France, on sait très bien qu'il y a des sites stratégiques à protéger, et on parlait des bases aériennes. Les bases aériennes, notamment celles à vocation nucléaire, sont protégées à l'aide de systèmes anti-aériens, de systèmes antimissiles balistiques. Et c'est justement cette continuité du spectre en fait, avec les menaces les plus hautes, les plus importantes, qui vont être couvertes par la dissuasion nucléaire. Et puis en dessous du seuil nucléaire, je crois que c'était le sujet de la table ronde hier matin, le reste va être traité par les menaces conventionnelles. Et là-dedans, il y a un rôle à jouer pour la défense multicouche, mais en tout cas, c'est certain qu'on ne pourra pas mettre en place un bouclier antimissile totalement imperméable en Europe, tout simplement parce que ça n'existe pas. Je crois que le moment est venu de laisser le dernier mot au général, en vous remerciant évidemment tous les trois pour votre brio et la manière extrêmement directe dont vous avez accepté de traiter ces sujets difficiles. Donc, général, en guise de conclusion, votre souhait le plus vif? Non, mais déjà, merci beaucoup d'avoir pu échanger, de nous avoir permis d'échanger avec vous sur nos sujets de préoccupation. C'est essentiel, comme je l'ai souligné au cours de la table ronde, puisque la défense de la France, c'est la défense de tout le monde. Ça ne concerne pas que les armées. Ce n'est pas une affaire technique, c'est vraiment une affaire de nation. Et une nation qui accepte de se défendre, elle a de grandes chances de dissuader son adversaire. Une nation qui donne l'impression qu'elle n'est plus aussi volontariste dans sa défense, on voit qu'on commence à avoir des fragilités qui peuvent être exploitées par l'adversaire, notamment sur le champ des perceptions et le champ de la désinformation. Donc merci beaucoup à vous d'avoir participé à cet échange et d'avoir montré tout votre intérêt justement pour le soutien à notre défense nationale et votre implication dans la défense de la nation.